Alors Montauguin, vous êtes ici dans la Cité du Vin, qui est en fait un peu la cité des civilisations du vin. Bonsoir à tous. Et bonsoir à vous. Et bonsoir à tous. Donc vous êtes ici dans la Cité du Vin, qui est un peu, vous l'avez vu, la Cité des civilisations du vin. Et avant de commencer à nous parler de vos ouvrages pour lesquels ce nombreux public est venu ce soir, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre relation au vin? Oui, c'est une relation très assidue. Mais encore. Ouais. Je bois tous les jours. C'est une bonne chose. Je n'ai pas le souvenir d'une journée où j'ai pas bu de vin, en fait. À quel Mais âge? je bois pas de blanc, parce que ça me donne des crampes. Je bois pas de rosé parce que c'est trop sucré. Et donc je bois du rouge, beaucoup de rouge. D'accord. Mais jamais jusqu'à l'ivresse totale, la perte des moyens, tout ça, parce que j'ai quand même une réputation à tenir. Donc, mais je bois, oui, puis je bois du bon vin en général, oui, c'est très rare, je bois de la piquette. Des incursions dans les champagnes, dans les liquoreux? Pas du tout. Non, le champagne, ça fait mal à l'estomac. Et les liquoreux, ça me met dans un état catastrophique. Donc, non, j'ai pas l'organisme ni pour le champagne, ni pour les liquoreux. Donc, c'est vraiment le vin rouge. Donc, vraiment le vin rouge. Ouais. Et comment s'est fait cette découverte du vin rouge? Est-ce que vous êtes d'une famille amatrice de vin? À quel âge, en fait, avez-vous découvert le vin? D'où vient cette passion du rouge? Pardon? À 2 ans ou il y a 2 ans? À 2 ans. À 2 ans. Donc vous gagnez, parce qu'Amélie Nothomb nous a dit 3 ans, je crois, là. Il y a quelques jours. Ouais, mais les Belges, c'est plus long, parce que la Belgique, c'est pas un terroir. Non, ça n'a rien à voir. Non, mes parents aimaient beaucoup le vin. Mon père aimait énormément le vin. Ma grand-mère avait une cave extraordinaire, en particulier de Bourgogne. Donc j'ai été très très élevé au Bourgogne. Je suis désolé, on est à Bordeaux, mais bon... Donc, du Bourgogne, beaucoup de Bourgogne et des très très bons Bourgogne. Mon père était plus Bordeaux, donc, et comme on avait une maison en Dordogne, j'ai toujours une maison en Dordogne d'ailleurs, et donc on n'était pas loin de Bordeaux, donc j'ai bu pas mal de bons Bordeaux dès l'âge où j'étais autorisé à boire, quoi, à 9 ans. Quoi. D'accord. Et j'ai jamais arrêté depuis, et j'ai pas de regrets. Donc, vous nous avez dit avoir une passion spécifique pour les vins rouges. Au centre des vins rouges, les Bordeaux. Vous avez beaucoup écrit sur les États-Unis. Vous êtes intéressé aux vins de la Napa, de la Sonoma. D'ailleurs, une pensée pour eux. Oui, on y a été avec ma femme d'ailleurs. C'est pas mal ce qu'ils font. Il y a encore à mon avis, il y a encore du travail, mais ils y arriveront un jour, c'est sûr, les Américains. Non, mais il y a des vins, simplement dès que c'est un peu réussi, ça prend des proportions en termes de prix qui sont démentes. Mais non, j'ai des bons souvenirs non, il y a des bons vins aux États-Unis, mais il n'y a pas, je sais pas, il y a un rapport au terroir que j'ai moi ici avec les vins français. J'aime vraiment beaucoup de vins différents en France, hein, aussi les vins de la Loire, pas tous parce que quelquefois ils sont un peu acides, mais non, mais je bois moi essentiellement Bourgogne, Bordeaux bio. Plus bio. Voilà, moi je suis un peu bio maintenant, je fais comme tout le monde. J'essaie d'éviter les pesticides. Je ne suis pas sûr qu'on évite grand chose, mais bon, en tout cas, je pense que le vin c'est indispensable pour la santé, d'ailleurs tous les médecins le disent. Moi j'ai connu beaucoup de gens qui sont morts d'un cancer du foie, c'était tous des gens qui ne buvaient pas, donc ça m'a beaucoup troublé, si vous voulez, et je me suis dit, là, maintenant, je m'y mets tous les jours. À l'époque, c'était 1 fois par semaine, donc depuis, j'ai fait tous les jours. Voilà. Et je suis en très très bonne santé. Le bio, justement, l'industrie des pesticides, ça pourrait être un de vos combats littéraires? Non, mais ça, c'est un combat. Là, je viens de mettre un petit coup à Monsanto dans les Échos, là, dans ma chronique de la semaine, parce que je fais une chronique dans les Échos tous les week-ends. Et je n'ai pas une tendresse particulière pour Monsanto, parce que c'est vraiment des cyniques.
je pense que sans être totalement déchaîné, mais il y a vraiment du travail à faire pour rendre, en tout cas, toute notre agriculture beaucoup plus naturelle et moins toxique, en particulier pour les gens qui vivent autour. Donc ça, c'est un combat que je mène à travers les armes qui sont les miennes, c'est-à-dire la plume, à travers mes chroniques, à travers les papiers qu'on me demande dans Le Monde, dans le Journal du Dimanche, voilà, sans plus. Je n'ai pas plus de pouvoir que ça. Je crois que vous avez écrit aussi sur la gastronomie. Vous êtes un fin gastronome, vous avez bien écrit. J'ai écrit sur la gastronomie. Vous avez bien écrit un livre qui s'appelle Du coq à l'âne, qui parle. Ah non, c'est quelqu'un qui a écrit. Non, c'est quelqu'un qui a écrit un livre sur moi. Ça, pardon. Ouais, c'est beaucoup plus grave. Désolé, vous voyez que je ne l'ai pas lu. C'est quelqu'un qui a écrit un livre sur c'est une amie c'est une collection en fait c'est une collection où des journalistes écrivent sur un auteur ou sur une personnalité, quelqu'un qui est un peu connu. Et donc oui, j'ai parlé de mes goûts culinaires, des choses comme ça. Et donc vous avez un accord mets et vins favori avec des Bourgognes ou des Bordeaux ou autre. Alors là, ça va. Quelque chose qui vous transporte gustativement. Vous voulez dire un jus Chambertin par exemple, ou quelque chose comme ça Oui, c'est possible ça. Non, mais j'ai pas de. Non, j'ai par exemple, j'achète un vin bio. Moi, j'ai autant de plaisir, évidemment avec des grands vins, même s'il y a des pesticides dedans, mais qu'avec des vins tout à fait courants. Par exemple, moi j'ai un souvenir formidable qui était une côte chalonnaise à l'auberge de Montchapat, qui est une auberge en Bourgogne, où quand vous demandez du poulet, ils vous amènent un poulet entier. Donc c'est déjà une preuve de générosité. C'est bourguignon. Et j'ai le souvenir d'avoir mangé là et bu une bouteille de côte chalonnaise et ensuite d'avoir dormi toute l'après-midi dans un pré. Et ça, c'est des souvenirs pour moi, des vrais souvenirs de gastronomie. C'est des choses simples, pas des choses très très sophistiquées. Je suis pas forcément dans les 3 étoiles. J'apprécie beaucoup, mais je suis pas. J'aime bien les choses courantes. J'aime bien renouveler les choses. J'aime pas les choses exceptionnelles. J'aime bien manger tout le temps. Voilà. C'est un objectif dans la vie. En termes de paysage, est-ce qu'il y a un paysage du vin? Vous avez vu que nous sommes des grands fanatiques des paysages ici. Est-ce qu'il y a un paysage du vin qui vous fait rêver? Ou est-ce que vous, je dirais le vin, c'est plus quelque chose de charnel, dans le plaisir, dans l'échange, et moins dans le visuel? C'est très joli les paysages de vin, mais ça dépend de l'époque. C'est vrai qu'en hiver, ça fait un peu fil de fer et compagnie. À l'automne, oui, avant le moment des vendanges, tout ça, c'est beaucoup plus. Ça, c'est des souvenirs que j'ai en Dordogne, par exemple, du côté de Montbazillac, tout ça, quand j'étais môme. Là, il y a des paysages. Moi, j'ai une vigne sur ma propriété, en fait, que je vais essayer de restaurer. Je sais pas quand. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien essayer de faire du vin. Ça m'étonnerait que ce soit un grand cru, mais bon, ça fera l'ordinaire. Un bel ordinaire. Une question qui va ramener vers l'univers de vos livres, parce que je vais bientôt passer la parole à l'autre Véronique. Vous avez beaucoup écrit, sur l'univers, sur la virtualité des choses de plus en plus galopante, qui nous emmène dans des univers qui n'existent pas, des univers à la Matrix. Est-ce que vous pensez que le vin peut être justement une des choses qui nous raccroche à la convivialité, au partage, aux choses simples de ce monde, à la terre et à notre condition animale? J'ai un souvenir très touchant à propos du vin, qu'une fois un ami m'a ouvert une bouteille de l'année de naissance de mon père, 1926, donc c'est pas hier. Le vin était un peu fatigué, honnêtement, mais il y a très peu d'aliments comme ça, de mets, qui peuvent vous donner un rapport au temps comme ça. Moi, je me souviens, quand j'ai eu des prix pour la Chambre des officiers, dont je me souviens, parce que le prix littéraire, en général, ça ne m'intéresse pas trop, mais là, c'était un vrai bon prix. C'est-à-dire qu'il m'avait offert de boire de l'Armagnac de 1871, 1914 et 1939. Sympathique. Sympathique. Et ça, c'est un lien au temps que vous avez
je veux dire, par cette capacité d'ingérer des choses aussi anciennes, ça n'existe finalement que dans les alcools, que dans le vin. Et ça, c'est des moments exceptionnels. Je me souviens d'un Vouvray 1921, alors ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça, c'est un rapport à l'histoire, c'est de dire, vous imaginez, 1926, en plus c'est l'année de la mort de la fille de Balzac. Donc c'est quand même un rapport au temps qui est incroyable. L'année où la fille de Balzac meurt, moi je bois du vin. C'est incroyable. Ça, je trouve que c'est des échanges qui sont intéressants, très très intéressants. C'est vrai, c'est un lien vers des générations antérieures. Oui, c'est une machine à remonter le temps. Dans votre dernier livre, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est pas mon rôle d'en parler, mais on parle un tout petit peu des vins de Bordeaux. On ne peut pas dire qu'ils aient vraiment le beau rôle parce qu'ils ne sont pas présentés sous... Enfin, on ne parle pas vraiment du vin en tant que tel. Est-ce que vous pourriez... J'ai écrit ça? Non, non, mais il y a quand même des négociants en vin, il y a des personnages qui... Ah oui, mais c'est pendant la collaboration. Oui, tout à fait. Donc le vin, il est plutôt du côté de la collaboration. Je me posais la question. Est-ce que vous pourriez imaginer d'écrire un livre où le vin, en fait, aurait une autre place, une place plus centrale, une place... Non, n'en parlez pas. J'ai passé la journée, comme je vous le disais tout à l'heure, à discuter avec mon agent parce qu'on me propose d'adapter Les Gouttes de Dieu, dont vous avez de nombreux extraits ici dans le musée, qui est un manga japonais sur le vin. Et c'est un casse-tête parce que filmer le vin, c'est très compliqué parce que c'est le goût, c'est l'odorat, et c'est deux sens que vous n'avez pas facilement au cinéma quand même. Et l'histoire du manga elle est très très intéressante, mais je ne me vois pas derrière la caméra pour l'instant. Donc là, je suis en discussion. On devrait faire ça avec Jean-Jacques Hano. L'idée, c'est de faire une série en 14 épisodes, tourner chacun dans une des grandes régions du vin dans le monde. Donc c'est en discussion. Je vais peut-être le faire ou pas. Je saurai demain ou après-demain. Voilà. Donc c'est un projet. Pour l'instant, je trouve ça difficile à adapter, honnêtement. Mais c'est intéressant. Voilà. Mais on ne sait jamais, on peut me proposer un film sur le vin, sur un jour ou l'autre. Ou un livre. Bon, on a déjà un scoop à la Cité du Vin ce soir. Je vous remercie infiniment. Je crois que vous êtes un amateur de vin convaincu, un amateur de vin bio. Et en tout cas, vous avez tout à fait votre place dans cet auditorium de la Cité du Vin. Je laisse la place à Véronique, merci qui va beaucoup. vous interroger beaucoup mieux que moi sur vos ouvrages. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Marc, bonsoir à toutes et à tous. On va reprendre la route vers l'Amérique une nouvelle fois. Et la route vers un mythe, celui de la famille Kennedy, à travers deux moments cruciaux et tragiques de l'histoire de cette famille. L'envie de vous intéresser à ce mythe remonte assez loin, je crois. Comment est né ce texte? Ils vont tuer Robert Kennedy. On reviendra sur ce titre très intriguant. Alors, la généalogie du crime, ça remonte à quand j'étais môme, en fait. J'ai toujours été passionné par l'histoire des Kennedy. Mon père était très pro-Kennedy. Mon grand-père aussi. Mon grand-père avait fait la guerre dans l'armée américaine, dans la US Navy. Donc il y avait quelque chose de... Les Kennedy, ça faisait partie de l'espoir. C'est toute une génération qui n'est pas la mienne. Et donc j'ai été amené à considérer les Kennedy par cet héritage familial. Et puis après, pendant mes études, quand j'étais à Sciences Po, ça m'a intéressé, puis je m'y suis intéressé de plus en plus, et j'ai suivi l'enquête. Quand j'ai commencé à faire des enquêtes moi-même, j'ai travaillé dessus, et puis est venu un premier livre, La Malédiction d'Edgar,
qui était sous un angle... Parce qu'au départ, c'est ce livre-là que je voulais faire, c'est-à-dire un livre sur Robert Kennedy, puis je m'étais posé une seule question, c'est pourquoi Robert Kennedy ne dit rien sur la mort de son frère. Pourquoi il ne dit pas, pourquoi il ne pose pas les vraies questions, alors que depuis j'ai appris qu'il était le premier convaincu que c'était un complot, évidemment. Et puis en travaillant autour de ce personnage de Robert Kennedy, est arrivé le personnage de Hoover, la relation avec Tolson, tout ce... Et finalement, avec La Malédiction d'Edgar, qui était peut-être moins romanesque que celui-ci, je me suis attaqué à Edgar Hoover dans le dispositif Kennedy. Et puis ensuite, j'ai profité d'un moment de liberté pour faire ce livre. C'était pas prévu en fait, c'est toujours comme ça. C'était pas prévu parce qu'en fait je devais tourner un film et puis il a manqué de l'argent. Voilà. J'aurais dû venir à la Cité du Vin faire la manche. Et donc mes associés dans ma société de production m'ont dit écoute, on aura l'argent dans 6 mois, pour l'instant c'est compliqué. C'est l'échange des princesses voilà, on va pas rater tout à l'heure. Et donc j'ai eu 6 mois de latence et je me suis dit, alors j'avais écrit un autre livre qui sortira dans 2 ans, qui a un projet encore plus ambitieux que celui-là. Et donc j'ai foncé sur Robert Kennedy. Je me suis dit tiens c'est le moment. Surtout que j'avais une idée par rapport à son assassinat, une idée vraiment romanesque. Et je me suis dit, bon, j'ai 6 mois, là, c'est bon. Et effectivement, j'ai fini une semaine avant de replonger dans le cinéma. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Voilà, la genèse. Vous avez opté effectivement pour une écriture d'abord romanesque qui entrelace deux temporalités. La temporalité des Kennedy, de leur époque, celle aussi de la contre-culture, on y reviendra parce qu'elle occupe une place importante, et vous l'articulez d'ailleurs de manière très intéressante avec le projet politique brutalement, dramatiquement interrompu pour les Kennedy. Et puis la temporalité d'un narrateur, on va le dire tout de suite, parce que j'ai appris à ne pas confondre l'auteur et le narrateur, un haut du game, qui n'est pas vous. Qui vous ressemble un tout petit peu, qui a la passion de l'histoire, d'un professeur d'histoire, et pour qui l'histoire de sa propre famille s'entrelace avec le mythe des Kennedy, avec l'assassinat notamment de Robert Kennedy. Alors ça donne une lecture, une écriture et une lecture absolument éblouissante par cet entrelacement. Oui, je vais le dire. Oui, on y reviendra. Il y a du Shakespeare, il y a un peu de Camus aussi. Oui, il y a un mélange dans la réflexion sur le mal absolu, sur la fatalité, il y a un mélange entre du Hamlet, du Macbeth et du Richard III, voilà, avec une petite sauce camusienne qui vient sauver tout ça, on en parlera. Mais cet entrelacement entre donc, ces deux temporalités, une temporalité qui pourrait être strictement historique, qui ne l'est pas complètement, je pense à la phrase que vous prêtez, enfin la réflexion que vous prêtez à Bobby qui est très intéressante, cette réflexion qui dit que, au fond, la lecture littérale de l'histoire ne permet pas de combler la connaissance et le jugement critique. Et donc cette temporalité-là s'entrelace avec la temporalité romanesque de ce professeur d'histoire qui se lance sur la trace de la disparition. Je vais pas tout lâcher parce qu'il y a vraiment du suspense, on va dire un peu mystérieuse de ses parents. Comment s'est imposé ce schéma ici de narration ? Oui, c'est difficile à dire parce que quand on fait un livre, en fait, c'est des impulsions. C'est pas très intellectuel la construction d'un livre, ni d'un scénario, ni d'une histoire comme ça. C'est un moment, ça ressemble un peu à l'hypnose, c'est-à-dire que c'est un moment de latence. Et puis là, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ça arrive, c'est très marrant. L'autre jour, je sais plus où j'étais, je me baladais, d'un seul coup j'ai eu l'idée pour une série, et puis c'est parti, j'ai appelé tout le monde en disant c'est bon, je vois comment on va avancer. Il n'y a pas une volonté intellectuelle, c'est-à-dire de dire attends, je vais faire une cathédrale, là, une arche, puis un truc, un machin. Et en fait ça se met en place tout seul, en tout cas pour moi, après je ne sais pas pour les autres, mais je ne les connais pas beaucoup, parce qu'on ne se fréquente pas beaucoup dans le milieu littéraire.
y a quelque chose qui est très intuitif, très instinctif. Et après la construction, alors, quand même, évidemment, dès le début, je savais que le risque, c'était d'avoir une construction romanesque et une sorte de biographie de Robert Kennedy, que les deux s'en mêlent. Ça, c'est compliqué. C'est ce que m'a dit Calvi à la matinale de RTL. Il m'a dit, au début, je me suis dit, aïe, 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 c'est très risqué. Et puis finalement, pour lui, ça marchait. Bon, mais c'est ça, c'est-à-dire, c'est très difficile de passer de l'un à l'autre, d'être dans les bons timings. Mais il y avait toute cette histoire d'hypnose qui en fait était centrale. Et c'est elle qui m'a conduit du début jusqu'à la fin. Voilà. Ça fait longtemps que vous avez envie de vous intéresser à l'hypnose, parce que là, l'hypnose, elle joue un double rôle. Hein. Il y a à la fois le père du narrateur qui est une sommité psychiatrique dans le domaine de l'hypnose, et puis on retrouve ce thème avec les recherches absolument terrifiantes de la CIA, hein, du docteur Gottlieb, le programme MK-Ultra. Il y a toujours cet entrelacement d'ailleurs, hein, le motif romanesque que l'on retrouve dans la partie historique. Et donc ça d'intérêt pour l'hypnose, ça remonte là aussi à loin. Je n'ai jamais fait hypnotiser. Jamais, pas encore. J'avais envie, mais je n'ai pas eu le temps. Puis j'avais pas de névrose à proposer à l'hypnotiseur, pas de truc, ou de phobie, ou phobie particulière, Là, je vais le faire, parce que je fais l'adaptation du livre pour le cinéma. Et donc là, j'ai décidé, j'ai déjà écrit le scénario, mais je vais quand même aller voir un hypnotiseur pour voir ce que c'est vraiment. Parce que là, l'hypnose est encore plus importante dans le film que dans le livre. Non, c'est pas un intérêt pour l'hypnose en particulier, c'est un intérêt, bien sûr, parce que le livre est autour de ça aussi, c'est quelle est la force de l'inconscient par rapport à la conscience. Ça a toujours été une problématique qui me hante, c'est-à-dire quelle est la vraie liberté qu'on a dans l'existence. À partir d'où sommes-nous nous-mêmes? Ça, c'est une question qui m'obsède. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est capable, à quel point on est capable de s'émanciper de ce qu'on a reçu et de ce qui s'est ancré, généralement, dans une période qui va de 0 à 10, 11 ans. Et donc, c'est la question du personnage principal du film, qui a perdu ses deux parents dans des circonstances extrêmement troubles. Et perdre ses deux parents, déjà, c'est un poids psychologique, on ne peut pas s'en affranchir. Donc c'était ça qui m'intéressait. Et après, l'hypnose est venue parce que je suis persuadé que Sirhan qui a tué Robert, qui a été accusé d'avoir tué Robert Kennedy, était sous hypnose, ça je le sais, j'en suis certain. Et bon, malheureusement, c'est pas lui qui a tué, malheureusement pour lui, parce qu'il est en prison depuis, c'est pas lui qui a tué Kennedy. Et donc tout ce rapport à l'hypnose, tout ce rapport au contrôle mental, qui est un des programmes considérables de la CIA de l'après-guerre, où ils ont mis des moyens énormes, et quand le Sénat a fait une enquête et a voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé sur ce programme de contrôle mental, qui visait à la fois au contrôle des masses et au contrôle des individus, en particulier comment on contrôle un individu qui doit aller tuer un ennemi de l'Amérique, cet ennemi pouvant être un Kennedy par exemple. Donc c'est très intéressant, tout ce programme MK-Ultra, c'est un programme qui n'est pas connu. Alors quand Helms, l'ancien patron de la CIA, a été convoqué, je crois que c'est dans la commission Church, on lui a dit, alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu tout ça? Il a dit, je suis désolé, les archives de la CIA ont pris feu et tout ce qu'il y avait là-dessus a brûlé. Voilà, on est vraiment désolé. Pas de chance. La CIA, un endroit tellement mal protégé. Voilà, ça a pris feu, donc on n'a plus rien là-dessus. Donc ça, c'était en 1977. Et il travaillait sur ce programme depuis 1945, en fait. Et donc voilà, tout ça était intéressant. Tout ça est intéressant. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais ça, c'est mes recherches permanentes sur plein de choses, je suis toujours en train d'essayer de comprendre ce que j'avais fait avec le Koursk. J'étais en Russie pour essayer de comprendre.
sur les Kennedy, bon, puis après sur le MH370, l'avion qui a disparu dans l'océan Indien, sur lequel je travaille toujours. Ouais, il y a des choses comme ça petites marottes. Et ça alimente après mes romans, mais sans être des romans de pure investigation. C'est parce que derrière, j'aime bien me rendre compte vraiment... si je fais un roman sur les sous-marins russes, il faut que j'aille à Montmansk, sinon ça n'a aucun sens. Donc c'est pareil sur ces trucs-là, il faut que je rende vraiment dramatique. Ouais. Je voudrais justement qu'on revienne sur ce thème de la liberté et de l'identité, parce que ce sont les deux thèmes, la fatalité bien sûr, qui s'entrelacent. Vous avez fait allusion à cette recherche effectivement du narrateur sur l'origine de la mort accidentelle, enfin violente on va dire, de ses parents. Il y a d'ailleurs il y a un autre thème identitaire, hein, celui de la grand-mère, Maine, qui va refuser, elle, son identité de juive, hein, elle va, une manière certainement peut-être de se protéger. Et puis la manière dont Robert Kennedy va, à la suite de la mort de son frère, on va y revenir, mais va réfléchir sur ce lien entre la détermination dans laquelle vous installe une naissance, et non des moindres, celle des Kennedy, mais derrière le mythe, derrière la légende instaurée par le couple si beau aussi des Kennedy, il y a aussi l'argent le plus sale, hein, le plus terrible, et la manière dont on peut s'arracher ou transformer, faire peut-être un peu d'or, mais pas d'or matériel, d'or avec cette boue. Et il me semble qu'on suit vraiment... Vous avez l'air d'être en empathie, vous allez me dire si c'est juste ou pas, vous avez l'air d'être en empathie avec Robert Kennedy, même si de temps en temps, je lirai un petit passage, vous le secouez, mais vous avez l'air d'être en empathie avec ce cheminement, justement, d'un homme qui se demande comment s'arracher à cette fatalité et comment, en politique, avoir de vraies convictions et pas seulement un destin tracé par un père. Vous pensez à quelqu'un en particulier en politique, non? On s'en parlera après. Non, la question de Robert Kennedy est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à son frère était beaucoup plus fataliste et beaucoup plus cynique, John. Robert, ce qui est intéressant avec Robert, c'est que Robert cherche la rupture avec ses origines. Et c'est des origines qui sont pas simples parce qu'il faut les comprendre. Tout ça remonte en Irlande. L'Irlande, comme vous le savez, a été la première grande colonie britannique. Les Anglais sont venus occuper l'Irlande, qui était un pays gaélique et catholique. Et ils ont imposé jusqu'au changement de nom des gens, qui étaient évidemment très, très difficiles à prononcer, comme Duguin par exemple, qui est très, très difficile à prononcer en anglais. Donc ils ont appelé les gens en disant, ils ont dit aux gens, bah, vous appellerez plus Duguin, vous appellerez Dagen, vous appellerez... Donc il y en a quelques-uns qui en ont échappé, mais finalement rarement. Donc de cette colonisation et de tout ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire en particulier les brimades, les confiscations de terres, les Irlandais ont été un peuple d'immigration. Aujourd'hui, il y a 4 millions d'Irlandais en Irlande, il y en a 80 millions dans le monde. Donc quand on s'en va à ce point-là, c'est qu'il y a un problème. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec les Kennedy? C'est que c'est des Irlandais catholiques. Et comme toutes les minorités, quand elles arrivent aux États-Unis, en particulier quand elles ne sont pas protestantes, elles se mettent dans un système qui est un système mafieux. Et donc, Joe Kennedy, le père de John et de Robert, était... Ça, c'est difficile à dire parce qu'on a un peu de mal avec ce terme, était le patron de la mafia irlandaise, ni plus ni moins. Il a fait fortune comme bootlegger dans les années de la Prohibition, ensuite il a trafiqué la finance, il a trafiqué l'armement, il a été dans tous les trafics. Et cette fortune, donc, acquise d'une façon totalement mafieuse, et ensuite fructifie intelligemment, dans le cinéma, un peu partout. Robert, en fait, il en profite parce qu'il a un train de vie, il y a des facilités, et en même temps, il la refuse. C'est ça qui va conduire à sa mort. Parce que dans le deal qu'il y a entre la mafia italienne, pour le coup, et la mafia irlandaise, pour l'élection de John Kennedy, John accepte à peu près les termes de l'échange, parce que c'est quand même la mafia
italienne qui a fait élire John. John avait moins de voix que Nixon en 60. Donc ce rapport favorable à Kennedy, ils le doivent à Giancana, le patron de la mafia de Chicago. Et donc quand Robert dit « mais moi je ne veux pas entendre parler de tout ça », forcément, il met son frère en péril, ainsi que lui-même. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que pourquoi les Italiens ont acheté des voix en faveur de John Kennedy? C'est tout simple, parce que John s'est engagé à récupérer Cuba. Cuba qui était un des plus grands, pardon de l'expression, un des plus grands bordels du monde, avec des casinos, des salles de jeu, des hôtels, tout ça appartenait à la mafia. Et le barbu Castro a confisqué tout ça. Donc l'idée, c'est de récupérer. Et donc John dit, vous inquiétez pas, on va récupérer ça. Mais on ne peut pas y aller officiellement parce qu'il y a les Russes derrière, donc on va envoyer des paramilitaires. On a entraîné au Guatemala, donc on envoie les paramilitaires. Et les paramilitaires se font dérouiller par les castristes, c'est dément. Donc là, il faut envoyer l'aviation américaine, la vraie, l'officielle. Et là, John dit, c'est hors de question. Sinon, ce sera la guerre avec les Russes, c'est hors de question. Deuxième raison, d'être en délicatesse avec la mafia. Après, il y a une troisième raison d'être en délicatesse plus généralement, c'est que quand John est élu, l'armée lui dit, voilà, on a une avance technologique sur les Russes, ce serait pas mal d'avoir un conflit nucléaire. Maintenant, on est sûr de gagner. Dans 10 ans, on n'est pas sûr de gagner. Moi, rien que pour ça, je ne voudrais pas être président. Voilà. Si on me dit ça, j'espère qu'on n'a pas dit ça à Macron. Bon, je dirais, écoutez, là, je vais réfléchir. Et qu'est-ce qu'il fait? Kennedy, de toute façon, vous êtes des cinglés. Je ne veux plus entendre parler de vous. Je vais gouverner le pays avec mon frère. Donc, alors, ça fait déjà une troisième raison, une troisième source d'ennemis, qui est l'armée. Après, il y a Lyndon Johnson, ce bonnet absolument horrible, qui avait une façon de faire... Pourquoi ils l'ont pris comme vice-président? Parce qu'il représente le Sud et que les Kennedy qui sont de Boston n'ont pas d'implantation au Sud. Donc ils prennent Johnson. Mais Johnson, il est court-circuité tout de suite parce que le vrai vice-président, c'est le ministre de la Justice, c'est Robert Kennedy, que John a nommé dès qu'il a été... Et donc tout se passe entre les deux frères. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les pétroliers. Kennedy décide de changer les règles d'amortissement des puits pétroliers. Ça veut dire qu'il va y avoir une ardoise fiscale pour les pétroliers qui va être considérable. Ça fait beaucoup d'ennemis tout ça. Et en plus, bon, il n'a pas récupéré Cuba, donc tous les anticastristes qui vivent à Miami ont qu'une idée, c'est de buter Kennedy. Et tout ce monde-là se met ensemble, et boum. Et en grande partie à cause de Robert, qui n'a pas voulu honorer finalement un certain nombre de... Mais John aussi. Donc ça commence comme ça, le drame commence comme ça. Mais on a l'impression que Robert Kennedy est beaucoup plus intransigeant au départ sur ces questions-là enfin, on le surnomme Jack, hein, on dit John Fitzgerald Kennedy, mais on le surnomme aussi Jack Kennedy. On a l'impression que Robert est beaucoup plus, a une envie beaucoup plus forte, peut-être parce que, comme vous le montrez, cette filiation avec l'argent de la paix, il la vit certainement beaucoup plus douloureusement que son frère, qui paraît beaucoup plus fataliste, plus désabusé. Il y a cette maladie Madison qui de toute façon risque de l'emporter très très vite. Et je pense à la fameuse commission qu'il dirige, que Robert Kennedy dirige pendant 3 ans avant l'accession de Jack au pouvoir, qui est peut-être destiné aussi à lui ramener un peu quelques classes populaires dans l'escarcelle, mais enfin il est absolument intransigeant et la pègre est complètement médusée, et cette intransigeance va s'accentuer au début du mandat. Oui, surtout que, avant l'élection de John, pour mettre les lumières des médias sur John, Robert invente cette idée de commission McClellan, qui est une commission contre le crime organisé. Il faut être cinglé quand on a un père pareil. Et donc évidemment tout le monde dit mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, mais la commission, ça n'ira pas très très loin. En revanche, quand Robert Kennedy est nommé par son frère procureur général, donc ministre de la Justice, et son frère qui avait beaucoup d'humour dit il faut bien que je lui apprenne le droit. Bon, donc procureur général,
il va harceler les mafieux, c'est-à-dire qu'il les fait arrêter partout, à la descente des avions, etc. Donc en fait, il refuse l'héritage. Et puis ça va beaucoup plus loin, c'est qu'après la mort de John, il va être le pourfendeur de la guerre du Vietnam, alors qu'il y a des intérêts au Vietnam qui sont considérables. Demandez à Monsanto, là, ils s'en sont parmi, ils sont obligés de nous vendre des pesticides maintenant. C'est quand même eux qui faisaient le napalm, donc il y a un marché qui est considérable. Il y a eu un documentaire très intéressant sur Arte d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu il y a une quinzaine de jours, là-dessus. Et l'idée qu'on arrête la guerre du Vietnam, qui est un marché considérable pour le complexe militaro-industriel américain, ça ne fonctionne pas. Donc et en plus, il commence à avoir des idées sociales, des idées en matière de droits civiques pour les Noirs, pour les Mexicains. Donc ça va plus. Là, ça va plus. C'est-à-dire en fait, il va mourir parce qu'il est trop loin de ses bases. C'est ça le problème de Robert Kennedy. Son idéologie s'éloigne beaucoup trop considérablement de ses bases, qui sont des bases finalement mafieuses. Et sans avoir renié ça publiquement. C'est-à-dire qu'il l'aurait fait, ça aurait été autre chose, mais en même temps les gens ne le savaient pas, donc il n'y avait pas de raison de le renier. Parce que les gens le savent maintenant, mais à l'époque, on n'imagine pas que les Kennedy, et quoi que ce soit, qui sont si bien habillés, si bien coiffés, si beaux, sont tellement bien sur la couverture de Paris Match, Time Life, que on peut imaginer que derrière, il y a la mafia. Donc c'est toutes ces contradictions qui vont les amener à la mort tous les deux. C'est d'ailleurs l'époque, on peut revenir tout de suite sur cette dimension-là, c'est l'époque où l'image commence à prendre un peu le pas sur le fond d'un discours politique. Ouais. C'est le premier débat. Ça s'est pas arrêté depuis, hein, avec Macron. C'est le premier débat. C'est les inventeurs de la com politique. Parce qu'ils avaient le physique. C'est vrai que Nixon, c'était pas son nez ne rentrait pas dans les photos déjà. Eisenhower, bon, était un peu sur la fin. Donc c'est vraiment eux qui créent au virage au tournant des années 60 la première grande entreprise de communication politique. Et donc, qui dit communication dit falsification du réel. C'est obligatoire. Et cette falsification, évidemment, il a fallu des années pour que nous, derrière, tous ceux qui ont enquêté, remettent les choses dans une perspective qui soit une perspective plus acceptable. Il y a un débat d'ailleurs pour savoir si, enfin toujours, je pense qu'il est un peu toujours en cours, qu'il n'a jamais été vraiment clôturé, un débat pour savoir de quelle manière ce premier débat télévisé entre Jack Kennedy et Nixon avait pesé dans le résultat de l'élection. En fait, Kennedy était beaucoup plus décontracté parce qu'il y avait 2 prostituées qui étaient passées, parce qu'il en usait une par jour. On peut revenir sur le priapisme. Mais... Ouais, et il était pris à pic, je souhaite à personne vraiment. Et donc il a été détendu. Et c'est vrai, hein. Il y a Nixon qui était un peu déjà naturellement. Et puis surtout, Nixon s'attendait à venir au débat sur les questions internationales avec des résultats à Cuba, sauf que la mafia avait tout arrêté de façon à empêcher un débarquement à Cuba avant l'élection de Kennedy. Donc c'est vraiment la mafia qui, de tout point de vue, fait basculer l'élection de Kennedy du côté du clan. Et c'est énorme, c'est énorme. Et donc Nixon était foudrage. Et je pense qu'à l'idée de voir Robert encore lui mettre la tôle en 68, alors là c'était trop. C'était trop. Je dis pas qu'il était impliqué parce que j'ai aucune preuve là-dessus, le concernant. Johnson, je sais, enfin il y a beaucoup de... Mais lui, non. Vous venez de rappeler indirectement que aux États-Unis, alors je ne sais pas, vous allez nous dire si les choses ont toujours recours de cette manière-là, mais on achète des voix pour l'emporter. Toutes les élections, oui, fait son marché. Et que là, la PEG a acheté des voix dans des États décisifs. Toutes les élections, on achète des voix dans des États, c'est une pratique... ça existe pratiquement depuis le début de la démocratie aux États-Unis. Ça choque plus personne d'ailleurs. Bon, quand c'est Trump qui gagne, évidemment, on se dit... Mais ça, moi j'ai une théorie sur Trump. Je pense que c'est Clinton, le mari, qui a racheté des voix pour ne pas être la première dame et se balader dans la Maison Blanche avec son sac à main
et aller d'œuvre caritative en œuvre caritative. Je pense que c'est vraiment ça, je suis sûr qu'il a... Mais il se connaissait bien, hein. Vous savez que Trump a financé la campagne de Clinton. Et Clinton, l'idée que sa femme, en plus elle allait le punir, parce que quand il était à la Maison-Blanche, il n'a pas été sage. Donc elle allait l'humilier. Moi je suis sûr qu'il a mis tout l'argent qu'il a mis de côté, il en a mis pas mal, parce qu'il n'était pas une honnêteté pour acheter des voix pour Trump. Je partage un peu votre analyse. Ouais. On est d'accord là-dessus. Ouais, bon, c'est pas de la grande géopolitique, mais ça a son intérêt. Je suis entièrement d'accord. Ça nous amène à un sujet très grave que vous traitez là. Là, redevenons sérieux. Un sujet très grave que vous traitez régulièrement dans vos romans ou dans vos essais. La relation entre la démocratie et le mensonge. La relation aussi entre, parce que c'est possible, entre la démocratie et la vérité. Et vous dites à un moment donné que la différence entre une démocratie et un régime autoritaire, c'est que la démocratie va accepter à un moment donné qu'on lui dise la vérité, à condition de respecter une certaine forme de temporalité. C'est-à-dire que la vérité doit arriver à propos, au bon moment, en somme des années après. Là, vous avez cerné les contours de manière très précise, et je crois qu'on a parfaitement compris, du complot qui s'est abattu sur Jack Kennedy avant de se prolonger sur son frère. Quand est-ce qu'on aura droit à la validation définitive de cette vérité qui n'est plus que secret de Polichinelle? Est-ce que le temps est bientôt venu? Il y a encore quelques acteurs un peu en vie. Il va y avoir des archives vont être lâchées, comme ça, release, comme on dit. Elles sont en train d'être lâchées. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais voir ça. Je suis un peu moins motivé maintenant parce que j'ai écrit le livre. Je suis en train de faire d'autres choses, mais c'est pas pareil que quand on écrit un livre, on est plus motivé. Mais je crois que les archives vont nous dire un certain nombre de choses. Je pense que la mort de George Bush père est intéressante. Je parle de son action. Ça devrait pas tarder normalement. Il va plus très bien du tout. Après le fils derrière, parce que j'ai une photo du père et du fils à Dallas le jour de l'assassinat de John. C'est pas de chance. Alors c'est quand même, George Bush père, c'est quand même la seule personne qui ne se souvient pas où il était le 22 novembre 1963. C'est énorme. C'est énorme. C'est comme si tout le monde se souvient ici à peu près d'où il était le 11 septembre 2001. Ben lui, le jour de l'assassinat de... Alors je me suis dit, bon, donc j'ai regardé, il avait quand même une réservation au Sheraton de Dallas. Après, il n'est pas forcé d'être venu. Et pas de chance, on a une photo de lui le jour de l'assassinat devant l'immeuble de la CIA à Dallas. C'est embêtant. Et donc il a passé son temps à nier, à couvrir, enfin je pense que c'est un des plus gros acteurs de la négation de la vérité. Alors après, la vérité, elle viendra. Le problème, c'est que la vérité sur les Kennedy n'arrange personne. C'est toujours comme ça quand un complot, entre guillemets, c'est quand même un coup d'État. Ils ont tué un président et un autre qui allait devenir président. C'est quasiment sûr. Parce qu'ils l'ont tué au moment où ils ont attendu pour tuer Robert Kennedy. C'est certains qui gagnent la primaire de Californie, qui était décisive. Et ils l'ont tué le soir même. Ils n'ont pas attendu. On ne peut pas leur reprocher d'avoir tergiversé. Hein. Ça s'est fait très rapidement. Je pense que le problème, c'est donc que les démocrates, dire la vérité sur toute cette histoire, c'est entacher l'image des Kennedy, qui est une image fondatrice du Parti démocrate. Même Obama, j'avais dit un mot de travers sur les Kennedy. Et les républicains, ils sont quand même très compromis dans les différents lobbies qui ont été dans l'assassinat. Donc en fait, personne n'a envie d'en parler. Donc ça viendra tranquillement, voilà, comme Sarkozy et Kalibi. Oui, c'est en marche. Sarkozy et la Libye. Moi, je sais pas, il y a des trucs, si vous voulez. Après, on s'imagine toujours que c'est des grandes enquêtes. Bon, c'est vrai qu'on fait des grandes enquêtes, mais moi déjà, je me souviens quand Sarko est devenu président, et là on voit Kadhafi arriver avec sa tente, ses chameaux, avenue Montaigne. Je me dis c'est bizarre.
Un type qui a quand même été le parrain du terrorisme, en particulier de tous les avions qui sont tombés, qui ont explosé, Lockheed, UTA, tout ça, c'était lui. Donc pourquoi on le reçoit à l'Élysée et on l'autorise à mettre sa tente à une montagne? On imagine bien qu'il a un peu contribué à la campagne. Après, les montants... Puis après, bizarrement, c'est le premier qui est buté. Enfin bon, c'est compliqué ça, hein, tout ça. Mais enfin, bon, on sent quand même des choses. Et là, bon, on va voir avec Sarkozy, mais je pense qu'il n'est pas sorti d'affaire. Mais c'est toujours pareil, il faut du temps, mais ça se... Là, c'est pas si long que ça, mais enfin, on finira par le savoir. Pour revenir si les gens sont intéressés, c'est toujours pareil. La vraie question, c'est de savoir si on est intéressé. Parce que les politiques, c'est souvent, on leur demande finalement de nous prémunir contre ce qu'on ne veut pas savoir. Ça, c'est le vrai rapport politique, souvent dans la démocratie. Il y a des choses que moi j'apprends par mes relations avec les gens du renseignement, avec les journalistes d'investigation, du Canard enchaîné, etc. Bon, pour Fillon, c'est pas compliqué de savoir. Alors, sincèrement, c'est pas la peine d'avoir fait l'ENA du renseignement pour tomber là-dessus, mais des choses un peu plus compliquées, quand on travaille, on arrive à savoir des choses qui nous paraissent énormes, et on se dit, les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Et je peux le comprendre, en même temps, parce qu'on vit pas dans la boue à longueur de journée, mais il y a une forme de boue qui est derrière l'écran, et cette boue, les politiques se disent, mais les gens ne veulent pas en entendre parler, donc je me débrouille. Et on est là pour ça, on est là pour les protéger, de savoir que tel dirigeant libyen a fait ça, etc. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, le discours de l'administration américaine autour de la dimension de l'ennemi, dont il faut protéger le peuple américain, que l'ennemi soit l'ennemi extérieur. Alors c'est l'anticommunisme viscéral, par exemple, qui amène à des essais de solutions radicales, par moments complètement loufoques entre Castro, et puis l'ennemi intérieur. C'est les années du macartisme, par exemple. Mais l'ennemi intérieur deviendra aussi Bob Kennedy, à sa manière. À quel moment, pour vous, je vais peut-être lire un passage sur une interrogation que pose votre personnage, et il me semble qu'il y a peut-être aussi votre voix. Je parlais tout à l'heure d'une empathie qui me semble très forte entre vous et lui. C'est le moment où Bobby a décidé de repartir en campagne, et il est allé, il a arpenté les terres sud-américaines par exemple, et pris la mesure aussi de la pauvreté à l'étranger. Et toi Bobby, quelles sont tes convictions profondes ? Oh non, je ne te parle pas d'accès de sensiblerie, de gestion économe de ta culpabilité de gosse de riche catholique, de tes remords d'avoir poussé trop loin la duplicité avec les pouvoirs de ce pays, comme s'il s'agissait d'un jeu d'étudiants après une soirée trop bien arrosée. Je te parle de ta foi. Es-tu de ces exhibitionnistes qui font parade de leur foi, qui la promènent comme un caniche toiletté, qui l'exploitent pour s'exonérer d'une pensée, d'une morale authentique ? Ne cherches-tu pas plutôt une façon glorieuse de te suicider, d'en finir avec cette dépression qui te mine, avec cette imposture qui est en toi ? L'homme que tu es, sans l'appellation Kennedy, serait-il seulement là, à viser la magistrature suprême ? Il me semble que tout le roman est contenu dans cette interrogation qui peut être autant une interrogation de Bobby dans son fort intérieur que vous, le romancier, qui prenait à partie Bobby. À quel moment pour vous, et est-ce qu'il y a un moment, à quel moment Bob Kennedy a vraiment posé des convictions sur son engagement, ou bien à quel moment il s'est dit allons jusqu'au suicide ? En réalité, après la mort de son frère, il a fait une dépression. Mais il est vraiment devenu proprement maniaco-dépressif. C'est-à-dire qu'il avait des périodes où il était en haut, et puis après en bas, mais vraiment en bas. C'est-à-dire incapable de se lever, pour envie de rien, complètement... parce qu'il se sentait responsable de la mort de son frère. Donc il y a toute la culpabilité. Bon. Après, il a remonté ça grâce à l'aide de Jackie Kennedy, qui était sa maîtresse. Un scoop, il fallait bien que j'en amène un ce soir. Voilà, qui a été très vite sa maîtresse. Mais chez les Kennedy,
le rapport aux femmes est très particulier. Un Kennedy succède toujours à un Kennedy pour la présidence et toujours à un Kennedy pour une femme. Voilà, c'est un principe. Et le père a toujours essayé de succéder à ses fils. Bon, il était un peu gênant. Il était particulièrement... Weinstein, là à côté du père Kennedy, c'est rien. Enfin, lui, il aurait fait 350 années de prison pour tout ce qu'il a fait comme débordement. Donc c'était, en plus, il était très mal élevé, le père. C'est quand même extraordinaire parce que il est extraordinaire. Il va demander une dérogation à l'archevêque de Boston pour avoir le droit de dissocier l'amour et la sexualité. Donc, plus littéralement, le droit de tromper sa femme. Et il demande à l'archevêque de Boston, qui a refusé, en disant non, là, je peux beaucoup pour vous, le denier du culte, à mon avis, avait explosé, mais il n'a pas pu. Mais il y va quand même, c'est quand même un sacré personnage. Et chaque fois que ses filles sont une maîtresse, il essaye de la récupérer derrière en disant moi je suis vieux, vous pouvez pas vous occuper un peu de moi. Non, mais il est pathétique, de quoi on parlait? À quel moment, heureusement que moi je suis, à quel moment, pour vous, Bobby met des convictions réelles derrière son engagement? Alors donc il fait sa déprime. Il a cette liaison avec Jackie Kennedy, bien qu'il soit marié et qu'il ait 11 enfants, mais Ted Kennedy, sa femme, était particulièrement dure à vivre, mais bon, ça regarde. Et donc, c'est elle qui va lui remonter finalement le moral, sans le pousser à aller vers la présidence à aucun moment, puisqu'on va en parler, c'est tout le contraire. Et je pense que la guerre du Vietnam, dans un premier temps, l'escalade de la guerre du Vietnam, la montée des émeutes sur les droits civiques, tout ça, l'assassinat de Martin Luther King, tout ça lui fait penser qu'il a un destin. Et là, comme il est très christique, et qu'il est de plus en plus le représentant politique de la jeunesse de 68, qu'on a connu ici aussi, et il en est le représentant politique d'une façon plus modérée, parce que nous, on a des trotskistes, des maoïstes, ça n'existe pas aux États-Unis, ça ne sont pas cinglés à ce point-là. Donc ils ont en fait une forme, ce qui est intéressant dans la contre-culture, c'est qu'il y a une tentative de remettre le christianisme au centre, alors qu'il a été quand même très abîmé par l'usage qui en a été fait des générations précédentes. Donc il y a l'idée de fraternité, donc il est vraiment le représentant politique d'une génération qui a envie que ça change. Et c'est à ce moment-là, quand il réalise vraiment que les gens ne votent pas pour lui, ne l'acclament pas parce qu'il est le frère du défunt, mais qu'ils l'acclament pour lui, pour son programme et pour son ambition, qu'on va dire qu'il y a une ambition de centre-gauche, parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas aller plus loin, sinon on se fait descendre. Donc ça peut empêcher de se faire descendre. Donc il y a un truc qui est très... et là, il y a un truc, comment dire, il est galvanisé et il y va, sachant qu'il va mourir, parce que il le sait au fond lui-même. Jackie Kennedy lui dit tu vas mourir, tout le monde lui dit tu vas mourir, et il sait qu'il va mourir, et il va mourir. Et d'ailleurs quand il est assassiné, il n'y a aucun étonnement sur son visage, et puis il ne pose aucune question en dehors de est-ce que tout le monde va bien, parce qu'il y a d'autres balles qui sont... Parce que quand il est assassiné, on lui a tiré dessus, donc avec un barillet de 8 balles, et on a retrouvé 12 balles. C'est pas de chance. Ça arrive, c'est quelquefois, la multiplication des pains c'est une chose, la multiplication des balles c'en est une autre. Voilà, comme ça. Vous parliez effectivement de la dimension christique qui met cette fois-ci le message du Christ, pas la personne, mais vraiment le message du Christ effectivement au cœur de l'action politique. Et j'ai appris parmi vraiment plein de choses, j'ai appris que Robert Kennedy avait découvert la littérature, la philosophie de Camus. Bah oui, c'est mieux que Sartre, non? Sous prêcher une convaincue, là, si on reste dans le domaine théologique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il... Oui, parce qu'il y a un existentialisme, et puis il y a chez Camus quelque chose qui l'intéresse philosophiquement, au moment où il a des doutes sur sa foi, ou en tout cas sur la façon dont il l'a pratiquée jusque-là, dans ce qu'elle peut lui apporter, et donc dans cet existentialisme, dans cette
foi dans la conviction qu'il y a chez Camus, ça l'intéresse. Et donc il fait un vrai travail sur Camus. Ouais. La manière dont, effectivement, l'action permet d'affronter l'absurdité de la condition humaine. Je voudrais qu'on revienne sur la contre-culture. La contre-culture, dans sa base politique, s'achève aux États-Unis, mais pas dans son mouvement philosophique, hippie, mais s'achève effectivement avec la mort de Robert Kennedy. Et vous montrez comment la contre-culture possède une dimension un peu ambiguë. Il y a à la fois ce mouvement hippie extrêmement convaincu, et puis il y a aussi, j'aimerais bien que vous en parliez, une manipulation de la CIA, des autorités aussi de ce mouvement. Oui, parce que j'ai mis dans le livre qui évidemment choque un certain nombre qui fait faire qui ne sera pas traduit aux États-Unis, mais ça on s'y attend. Oui, bah non, il ne faut quand même pas exagérer. Les États-Unis ne sont pas une démocratie. Comment? Les États-Unis ne sont pas une démocratie, le temps de la vérité n'est pas encore venu. On va qu'à voir Trump, pour voir que c'est une belle démocratie. Il va pas bien d'ailleurs, enfin, je vous donnerai une nouvelle de lui tout à l'heure si vous voulez. Qu'est-ce qu'on disait? La contre-culture et sa manipulation. La contre-culture, il ne faut pas monter sur des trucs... Non, alors la contre-culture, donc le mouvement, évidemment, pacifiste, l'émergence d'un mouvement pacifiste qui a été celui de... En France, on n'a pas eu ça. On a eu des gens, des maoïstes, des trotskistes. Ils sont toujours là d'ailleurs. Ils sont bien recasés. Ils sont un peu convertis, hein. Ils sont un peu reconvertis. Là, l'autre jour, je voyais la liste d'anciens trotskistes, c'est étonnant, hein. Ils ont quand même bien réussi dans un système qui n'était pas le leur. Mais aux États-Unis, non, il n'y a pas ça, parce que ça s'apparente à l'idéologie communiste, tout ça, c'est pas l'idée. Et le mouvement hippie, il y a un leader qui est à Harvard, qui est Timothy Leary, dont je dévoile qu'il était une taupe de la CIA. Et que par ailleurs, la CIA, voyant cette génération qui allait contre la guerre du Vietnam et pacifiste, est très convaincue, parce que ça a été quand même un mouvement considérable aux États-Unis, a décidé de l'emmener faire un voyage psychédélique. Et donc ils ont inondé le marché de LSD, sachant que le LSD était la molécule sur laquelle la CIA travaillait justement dans la prise de contrôle des gens. Et ils ont en particulier inondé le marché à San Francisco, ce qui fait que le mouvement hippie, une des raisons pour lesquelles le mouvement hippie a été un mouvement qui a terminé dramatiquement et lamentablement, c'est qu'il a fini dans la drogue. Et il a fini dans la drogue parce que, ça les Américains ont du mal à l'accepter, parce que la CIA, dans un premier temps, a inondé le marché. Et une fois que tout le monde était soit mort, soit en train de mourir, ils ont décrété l'interdiction du LSD. C'est magnifique, non? C'est très moral. Voilà. On va se tourner vers vous et puis prendre, si vous l'acceptez, Marc, une question. Est-ce que l'un d'entre vous a une question pour Marc? Si on peut diminuer peut-être un tout petit peu. Voilà, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Tout le monde a faim, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de questions. Ou soit, peut-être. Ah, bah si, il y a plein de questions là. Ah, ça, c'est les gens qui ont bien mangé à midi. Merci, oui, je serai rapide. C'est Sirhan Sirhan, donc, qui est d'origine palestinienne, je crois, qui a abattu Robert Kennedy. Et donc vous êtes persuadé que c'est un complot, une machination. Sirhan Sirhan était bien pour vous, hein, vous appelez un leurre. Oui, c'est ça. Oui, alors, oui, absolument. Et alors derrière, puisqu'il y a toute une liste, j'aimerais savoir un peu votre préférence. Vous parlez de Johnson, les anticapistes, le complexe militaro-industriel, le crime organisé. Et vous êtes sévère aussi avec les syndicats qui sont complètement noyautés avec OFA. Oui. Alors, qui a tué, selon vous? Robert Kennedy, oui. Robert, je pense que c'est c'est un département de la CIA qui s'appelle les opérations noires, les Black Ops, qui sont
J'ai des doutes sur le fait en tout cas déjà au moment de l'assassinat de John, c'est vraiment les opérations noires de la CIA qui ont tout organisé. Je pense que c'est les mêmes, parce que Sirhan, si vous voulez, le problème c'est qu'il avait un 22. Vous savez ce que c'est qu'un 22, c'est quand même pas un gros calibre. Et il a arrosé, il était de face, et Robert Kennedy a toujours été de face, puisqu'il rentrait dans la cuisine, l'arrière-cuisine de l'hôtel Ambassador à Los Angeles, donc il était face à lui, et il est mort d'une balle tirée derrière la tête. Donc, moi je pense que c'est Thane Caesar, qui était un gardien qui avait été appointé par l'hôtel pour être une sorte de garde du corps de la soirée pour Kennedy, qui avait un seul garde du corps à lui, en propre. Et il a sorti son flingue, donc on sait qu'il l'a sorti, et on sait aussi qu'il l'a revendu plus tard à quelqu'un en lui disant... et il a toujours nié qu'il avait eu ce pistolet. Donc on pense que c'est lui, à mon avis, sous l'influence des opérations noires de la CIA. Donc le commanditaire, Robert Kennedy, serait aussi la CIA. Oui, ce même département de la CIA qui avait à cœur que ça soit dans la continuité. Et ça, vous le verrez dans le livre si vous lisez les livres. C'est... Bonsoir. Dans tout ce qui a été dit ce soir, en fait, alors bon, forcément, je n'ai pas encore lu le livre, mais bon, ça me tarde beaucoup. Et alors, en fait, je vous avais connu avec le livre dont vous avez beaucoup parlé aussi, qui était La malédiction d'Edgar, et qui était un livre vraiment, je trouvais, qui faisait beaucoup écho justement à cette culture des années politiques dont vous avez parlé toute la soirée, et qui était d'ailleurs beaucoup plus intéressant à mon avis que le film qui avait fait beaucoup de bruit après le film de Clint Eastwood, ouais. Qui était à mon sens très lisse, un peu trop lisse d'ailleurs. J'ai beaucoup dormi moi ce film. Ouais, c'est vrai, je suis un petit peu mon cas aussi. Et en fait, avec tout ce qui a été dit ce soir, puis après avec aussi mon avis quand je lisais le livre, je m'étais quand même posé beaucoup la question de quelle était la part de fiction, parce que c'est quand même présenté sous la forme d'une fiction, d'un roman. Plutôt que par exemple un des récents livres que vous avez sorti, L'homme nu, où là c'est plus un essai sur une réflexion sociologique. Lequel vous voulez dire, Edgar ou celui-là? La malédiction d'Edgar, et celui-là aussi j'imagine qui est aussi présenté sous une forme romanesque, puisque c'est ce qui a été dit ce soir. Donc voilà, c'était plus, je voulais savoir quelle était la part de fiction et comment vous faisiez vos recherches pour ce genre de livres qui sont à la fois historiques et puis romanesques et sociologiques. Sur des questions. Oui, c'est une vraie question, c'est-à-dire que en fait tout ce qui concerne vraiment l'histoire, là je joue pas avec, c'est-à-dire quand il s'agit je parle des Kennedy vraiment dans mes livres, que ce soit La malédiction d'Edgar ou dans celui-là, tout ce que j'avance, je dis pas que c'est la vérité, mais c'est des convictions par rapport à des faits. Donc là je fais un travail on va dire d'investigateur, historien. Après la fiction, bon évidemment je peux inventer une conversation à un moment donné, quelquefois même si je l'invente pas, mais parce que ça crée un lien à un moment donné si vous voulez, mais je joue pas à mettre de la fiction dans ce qui est vraiment sérieusement historique. Je joue pas à ce jeu-là, parce que là sinon là ça devient n'importe quoi. Donc c'était intéressant moi pour celui-là, c'était de mêler de la fiction qui est en partie l'histoire de ma famille, en fait c'était comment arriver au lien entre l'histoire de ma famille et cette histoire. Mais l'histoire des Kennedy, tout ce que je dis sur l'histoire des Kennedy, c'est vraiment, j'aurais pu faire un livre à part dessus, j'aurais dit la même chose. J'ai absolument pas inventé. Quelquefois, alors après sur la question sur les recherches, bon ça c'est un métier. C'est un métier, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un métier. J'ai beaucoup de relations, beaucoup de contacts, beaucoup de gens qui me parlent, quelquefois qui ne me parlent pas assez, j'aimerais qu'ils me parlent plus, des gens qui contrôlent, des gens, par exemple,
J'avais fait lire La malédiction d'Edgar par le fils du concilière et de la famille Kennedy, c'est-à-dire le conseil juridique au sens mafieux du terme, du père Kennedy, qui a maintenant, je crois, 95 ans, mais à l'époque, il m'avait dit, écoute, tu peux y aller, c'est exactement ça. Tout est bon. Moi, j'ai fait checker quand même par des gens qui ont vécu la période. Puis après, j'ai beaucoup de relations dans le renseignement, j'ai beaucoup parmi les diplomates, j'ai des amis. Voilà, c'est tout un relationnel. Pour ma part, j'ai 3 points. Une question très simple. Quand est mort Joe Kennedy? Comment? Quand est mort Joe Kennedy? Joe, le père. En quelle année est mort Joe Kennedy? Le père, il est mort après les fils. Très bien. Deuxième question. Donc il a vu ses fils, et il était atteint d'aphasie d'ailleurs. Donc il a vu ses fils mourir les uns après les autres. Je serai bref. Est-il juste que Joe Kennedy était également très affilié ou très proche des nazis? Le père Kennedy, oui, était en faveur des nazis. Oui. C'est ce qui fait qu'il n'a pas pu faire de carrière politique et qu'ensuite il a mis ses fils... parce qu'il souhaitait être président, lui, au départ. C'est lui qui voulait être président, sauf que Roosevelt l'a mis dans un coin. Troisième point, je souhaiterais que vous développiez un tout petit peu la relation entre la mort de Jack Kennedy en novembre 1963 et la présence de George W. Bush père, qui a été élu en 1984, donc 21 ans après, sachant qu'entre-temps, il y a eu Johnson 2 élections, Nixon 2 élections. Je trouve que dans la famille Bush, ils ont de la mémoire très longue où ils préparent très en avant leur accession au pouvoir. Donc vous pourriez développer la présence de George W. Bush père au Sheraton de Dallas. Je n'ai pas lu votre livre, j'ai vécu 2 ans et demi et 1 an aux États-Unis à temps plein, en Arkansas, et je connais bien Bill Clinton et Hillary Clinton. Donc, si vous voulez, concernant George Bush, le problème c'est qu'il a toujours nié avoir appartenu à la CIA avant d'être nommé patron de la CIA. Je ne sais plus quand, c'est 76 je crois. Et donc c'est un peu compliqué, et ensuite vous verrez dans le livre, j'explique tout, je ne vais pas raconter ça ici, mais toute la relation de George Bush père avec en particulier l'organisation du débarquement de la baie des Cochons est quand même assez édifiant. Et ensuite, il a toujours nié avoir appartenu à la CIA avant d'en être nommé le patron. Mais je relate tout dans le livre, toutes les preuves qu'il appartenait déjà à la CIA, qu'il était à Dallas le 22 novembre 1963. Je ne sais pas s'il a joué un rôle exécutif, ça c'est difficile à savoir. En tout cas, il a été évidemment au courant du complot et de ce qui se tramait. Voilà. Une dernière question? Oui. Bonsoir. Du coup, ma question, c'est juste par rapport... en fait, vous avez dit que la famille Kennedy vous intéressait, etc. Mais j'aimerais savoir si vous voyez écrire un ouvrage un petit peu similaire, mais sur la France, donc ce qui a pu se passer en France, ou si justement, d'un point de vue, comme vous êtes français et que vous avez beaucoup de contacts ici, c'est inimaginable pour quelqu'un comme vous. Ouais, j'ai déjà un peu fait, hein. J'ai fait une trilogie qui s'appelle les Trilogies d'Emprise, où j'ai sorti pas mal de trucs. Voilà, mais bon, ça me suffit là pour la France, c'est bon, on va attendre un petit peu. Maintenant, il y a d'autres affaires qui m'intéressent, comme la disparition du MH370, l'avion qui a disparu dans l'océan Indien, qui est une enquête que j'ai menée depuis le début, parce qu'il se trouve que j'ai dirigé une compagnie aérienne avant d'être écrivain. Et donc, Paris Match m'a financé pour faire cette enquête. Ça m'a causé pas mal d'ennuis. Et que je continue quand même, parce que je trouve ça très intéressant. Ça dit beaucoup de choses sur... je pense que c'est la plus grosse affaire d'espionnage depuis la fin de la guerre froide, donc ça m'intéresse. Après, je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse. C'est parce que c'est toujours intéressant quand un avion disparaît, qu'on vous dit il a juste disparu. Voilà. Alors un avion qui est le meilleur avion du monde, en plus le 777 de Boeing, ne disparaît pas comme ça. Surtout
quelques semaines plus tard, vous avez le même avion de la même compagnie qui est détruit au-dessus de l'Ukraine par un missile, soi-disant ukrainien, dont on saura très vite après que c'est un missile qui était russe et qu'on a des images du lance-missile qui a été amené en Russie pour descendre spécifiquement cet avion. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, une affaire extrêmement, enfin moi je trouve passionnante. Et comme j'ai commencé l'enquête, je la continue. Et j'ai l'idée d'en faire une série une série comme Breaking Bad, ou enfin, voilà, dans cet esprit-là, si on arrive vivant au bout de l'enquête. Sachant que les menaces sont... Parce que maintenant, sur les Kennedy, tout ce qu'on raconte, de toute façon, tout le monde s'en fout. Les Américains, ils en ont tellement entendu, et il n'y a plus d'enjeu, en fait, ça touche des gens du passé. Et match de 70, c'est beaucoup plus actuel. Voilà. Alors vous êtes quand même incisif sur cette dimension-là, puisque vous dites que ceux qui ont tué, alors bien sûr c'est une extrapolation, mais dans le temps, mais ceux qui ont tué les Kennedy, c'est au fond ceux qui se sont emparés du pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas c'est une façon de ceux qui ont tué Kennedy. C'est pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que de toute façon ils sont tous morts, et je pense que l'Amérique pourra pas faire l'économie de la lumière un jour sur ce qu'on peut considérer quand même comme un coup d'État. Voilà. Je crois qu'il y avait une dernière question. Voilà. Est-ce que vous pouvez amener le micro, s'il vous plaît, de l'autre côté? Il y en a un, pardon, merci. Bonsoir. Je reviens sur ce que vous avez évoqué dans le contexte français autour de Nicolas Sarkozy et même de François Fillon sur le rôle notamment de la presse finalement de protéger les citoyens de ce que font finalement les politiques et d'éviter finalement, enfin de les mettre en contact avec cette boue qu'il y a derrière l'écran. Lorsque vous avez parlé, ça m'a évoqué un film que j'ai vu récemment qui a un certain âge maintenant, c'est La Conquête. Racontant finalement l'ascension de Nicolas Sarkozy à la présidence, et interprété par Denis Podalides. Je connais bien, j'ai fait un film avec lui. Voilà, donc, que j'ai adoré évidemment. L'un des nœuds narratifs du film, finalement, c'est ce face-à-face avec Villepin, avec un outil au milieu, l'affaire Clestrin, et avec finalement ce qui montre des liens entre les politiques et la presse. Et finalement, le fait que les politiques peuvent aussi utiliser la presse comme un outil pour finalement descendre l'autre. Et ça, c'est une hypothèse qu'ils font dans le film, mais de façon que j'ai trouvé assez claire. Et bon, ça me fait penser aussi à ce que vous avez dit, comme une sorte d'intuition quand on voit Kadhafi avec sa tante avenue Montaigne. Oui, c'est très subjectif. Bah, vous n'êtes peut-être pas le seul à l'avoir. Force est de constater que quand on voit finalement le cadençage et le rythme des sorties sur François Fillon entre janvier, février et mars jusqu'à la présidentielle, même si finalement c'est très subjectif, on ne peut pas s'empêcher d'avoir ça laisse pensif tout de même. Comment finalement on arrive à se protéger en tant que journaliste? Sur l'affaire Fillon, je la connais bien parce que j'étais un peu avec les journalistes du Canard enchaîné. En particulier, j'ai écrit L'Homme nu avec un journaliste qui est au Canard enchaîné, qui a été un de ceux qui a... Là, c'est arrivé, si vous voulez, c'est simplement qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas que Fillon soit président, qui ont mis en lumière des contradictions qui n'étaient pas... C'est pas le plus mafieux de tous, hein, Fillon, loin de là, c'est pas celui qui a fait les plus grandes... Mais les petites choses, ça dépend du regard, mais ce que les gens ont vu, en tout cas, ça a suffi vraiment à le déstabiliser. C'est vrai qu'ensuite, il y a eu les fuites ont été organisées, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, il y avait beaucoup d'ennemis. Moi, je sais qui a parlé, mais bon, je ne dirai pas ce soir, je ne vais pas vous faire de peine. Pour ceux qui votaient pour Fillon, voilà, et il y arrivé en plus c'est arrivé à un moment où ça arrangeait Macron, enfin bon, mais si vous voulez, les rapports entre la presse
et comment les politiques jouent de la presse, et comment la presse, ça c'est vieux comme le monde, mais là c'est vrai qu'en ce moment ça devient un jeu incroyable. Ben, moi j'ai assisté à ça, puisque j'ai une chronique dans un journal, donc je voyais aussi, quand on me disait, parce que moi j'ai commenté tout ça, dans les Échos, qui est un journal économique, je fais ça le week-end, et c'est vrai qu'il y avait, mon rédacteur en chef attendait mes papiers avec impatience. Donc il y avait un jeu comme ça, moi j'ai suivi ça parce que ceux qui ont lancé l'affaire Fillon, c'est des copains. Bon, il se trouve qu'après on en pense qu'on en veut, mais... et c'est vrai qu'ils se sont bien amusés, eux, en tout cas, plus que Fillon, c'est vrai. Comment ? Est-ce qu'ils avaient conscience d'être manipulés ? Mais ils savent d'où vient l'information. Bien sûr qu'ils savent qu'ils sont manipulés. Il y a une information qui arrive, ils la sortent. Et c'est vrai que le Canard enchaîné ne le fait pas forcément pour tout le monde. La presse, ça reste ce que c'est. Aujourd'hui, il n'y a pas une presse libre en France. Enfin, si vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là et qu'on mange à minuit, moi, il n'y a pas de problème. Mais vous avez un actionnaire derrière tous les journaux, et derrière le Canard, vous avez un actionnaire aussi, qui est plus mystérieux, qui est plus... et ça fait que... rien ne se fait sans raison. Donc, penser qu'il y aurait une presse libre, totalement indépendante, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas en France, à ma connaissance, je connais à peu près tout le monde, ça n'existe pas. Moi, je bosse chez... Enfin, je fais des chroniques aux Échos. Les Échos, ça appartient à Bernard Arnault. Voilà, on m'a dit le jour où tu touches Bernard Arnault, tu commences à parler tu te feras virer. J'ai dit, bah oui, le jour où j'en parlerai, je me ferai virer, je m'en fous d'être viré de toute façon, parce que je ne dis pas de ça, mais par contre, je mets en danger mon rédacteur en chef, les gens de l'équipe. Donc vous êtes tout le temps dans une censure. Vous êtes obligé de faire attention à ce que vous dites, au moins pour protéger ceux qui sont avec vous. Et par ailleurs, la manipulation, elle est... et puis les journalistes aujourd'hui, des journalistes qui font vraiment leur boulot par rapport à des informations, c'est 3%. Tous les autres, ils prennent, ils rebalancent, c'est l'information en continu, il n'y a plus de travail de véritable investigation, il y en a très très peu, même dans les journaux qui sont censés être des journaux d'investigation, dans les services d'investigation aujourd'hui, enfin des journalistes d'investigation. Moi je lance une collection d'investigation chez Gallimard, donc je connais tous les journalistes d'investigation, je peux vous dire, des journalistes d'investigation en qui j'ai confiance en France, c'est... deux doigts de la main, mais grand maximum. Sans parler de ceux qui sont achetés, qui sont dans des combines, dans des trucs, donc qui vont attaquer très fort sur un tel parce qu'on va leur rendre service de l'autre côté. Enfin, c'est très compliqué. Hein. Est-ce qu'on a une chance que ça fasse marche arrière? Ça fasse marche arrière? Ben non, parce que vous avez vu le nombre de médias qu'il y a, et ils sont tous dans la concurrence pour l'information immédiate. Donc en fait, la réflexion, ce que je fais moi avec mes livres, par exemple, aujourd'hui, plus aucun journaliste d'investigation ne peut le faire parce qu'il n'a pas les moyens. On va lui dire, attends, tu vas enquêter sur machin, mais ok, 3 jours. Alors il y a des journalistes, par exemple à Canal Investigation, qui ont un peu de temps, qui ont des budgets. Moi j'ai des budgets, on est 2-3 à avoir des budgets en France pour vraiment travailler sur des affaires. Mais sinon les autres, c'est à toute vitesse, puis ils récupèrent les trucs, mais c'est... vous imaginez pas, donc il faut faire très attention avec la presse. Moi j'écoute pas beaucoup, je n'ouvre pas souvent la télé, je peux vous le dire. Oui. Une dernière question, parce que l'heure tourne un petit peu. C'est bon? Alors vous voulez écrire un livre que vous allez adapter au cinéma, si j'ai bien compris. Ouais. Et le livre prochain sur l'avion de la Malaysia serait éventuellement adapté dans une série télé. Oui. Alors, est-ce que moi je pense au rapport de vos livres avec le cinéma de la télévision. Est-ce que vous pensez que maintenant les livres ont toujours un corollaire dans le monde visuel? Non, pas forcément. Ouais, il se trouve que le film que je sors à la fin de l'année, L'échange des princesses, c'est adapté d'un livre de Chantal Thomas, qui n'est pas, que j'ai pas écrit, mais sinon ça se saurait. Donc
qui est un livre qui est magnifique. Moi, j'ai des livres un de mes livres préférés, La Nuit des Géants, j'ai toujours pas donné mon feu vert pour qu'il soit adapté. Là, je vais adapter celui-là parce que j'ai des idées pour le transformer, pour en faire une histoire cinématographique. Emma, je pense 70, j'ai pas encore écrit de livre, j'ai pas commencé, j'ai pas pour l'instant l'intention d'écrire un livre. En revanche, avec Gaumont, je pense qu'on va développer une série, je sais pas jusqu'où on ira, si elle se fera, si elle se fera pas, elle sera certainement internationale, sachant que c'est compliqué parce qu'on n'a pas encore le résultat de l'investigation, mais ce qui est intéressant, c'est justement de montrer ce que c'est qu'une enquête aujourd'hui dans ce monde où les services de renseignement, comme les services de renseignement américains, sont extrêmement puissants et savent tout sur vous et tout ce que vous dites et tout ce que vous écoutez en permanence, écoutent vos mails. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée de la série. Mais tout ne s'adapte pas, hein. De toute façon, je vais vous dire, en général, les meilleurs romans ne s'adaptent pas au cinéma. C'est pour ça que les miens sont à peu près tous adaptés. Mais Proust, c'est inadaptable. Musil, c'est inadaptable. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. C'est vrai, moi j'ai beaucoup de choses qui sont adaptées, soit des séries, soit des livres. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter Les Chants des Princesses? Ah bah ça, c'est parce que c'est ma femme. Voilà, c'est sa faute. C'est elle qui m'a dit c'est un film pour toi, donc comme j'écoute ma femme, bah, j'ai fait le film. Voilà. 6,5 millions plus tard, j'avais fait le film. Mais c'est presque une histoire magnifique, que c'est un film en costume, que ça change complètement ce que je fais dans mes livres, ça n'a rien à voir, que c'était une autre expérience et que j'avais tous les instruments, les acteurs, Lambert Wilson, tout ça, des gens avec qui j'avais envie de travailler pour faire ce film. Donc je l'ai fait, il est fini et je suis très content de ce film. Et je vais d'ailleurs écrire un livre sur ce film. Ah ouais, non mais il faut... Qui sort fin décembre. Il faut décliner, c'est vrai, après je vais faire des écharpes et puis des t-shirts. Non, je fais un livre parce que ça a été un tel bonheur de faire ce film que je voulais, par respect et pour laisser une trace de tous ceux qui ont participé, en parler dans un livre qui en même temps est un livre qui convoque, on dit ça maintenant, qui convoque plein de souvenirs par rapport au cinéma, par rapport à la peinture, par rapport à... Alors j'ai envie de clore cet entretien sur des lignes, sur quelques lignes de votre roman avant de vous livrer à la foule pour les dédicaces. Donc ce sont les dernières pages. Les dernières pages ne dévoilent rien du tout de ce que je vais lire. Le narrateur a mené une petite enquête en Irlande. Et voilà les derniers mots. À la nuit tombante, je me suis arrêtée sur les berges du lac Macnean, qui recouvre de part et d'autre la frontière entre les deux Irlandes. Au-dessus de moi, de gros nuages argentés tournoyaient en bande. Inspiré par la quiétude des eaux dormantes, j'ai écrit sur un calepin. Au crépuscule, alors que je suis couchée sur un lit de pierre, la constellation s'épanouit dans les tentacules de l'infini. Je suis l'infinitésimale qu'aucun mensonge ne peut sauver, molécule sordide dont l'arrogance tisse sa destinée, aussitôt effacée. Dessin sur cette bande de sable mouillé, bientôt recouverte par la marée des illusions, te voit la postérité, grand de n'être rien d'autre qu'un passeur de témoins. Viendra le temps où la farce humaine disparaîtra comme elle est advenue. À l'échelon de l'univers, un ours blanc qui perd un poil. Le minéral continuera sa course chaotique d'un astre à l'autre, débarrassé de l'écho de ses mots qui n'ont servi à rien. Si ce n'est entretenir une petite musique de l'esprit, une vieille qui se parle à elle-même pour se persuader qu'elle n'est pas seule. Pourtant nous le sommes, petits êtres jacassants, grisés d'un langage imprécis, relais bruyants d'une conscience étriquée. Hasard et risque d'une évolution nous ont portés à nous croire les élus d'une représentation de nous-mêmes flatteuse et dérisoire. L'ennui serait bien pire encore sans la destruction. À chaque époque, sa horde de criminels en quête d'un feu follet dans les ténèbres de la mort portée. Bientôt l'exode, pour nous fuir nous-mêmes, la conquête de nouveaux astres, de nouveaux fétichismes satisfaits par des richesses infinies, l'éphémère avide de posséder,
énergie de l'insatisfaction, moteur de l'humanité. Le petit rien veut se remplir indéfiniment. Sa chance, ne pas assister à sa décomposition, en dit long sur sa nature. Sa malchance, ne pas y assister, remettrait les pendules à l'heure. Reste un esprit caressant. Demain s'ouvre la chasse à l'imposteur qui est en soi. Merci infiniment, Marc.